Ok, on va reprendre, puis on va essayer de finir en une demi-heure ou peut-être un petit peu plus. Considération de quelques infections ou des, ouais, des infections virales où on a des médicaments pour lutter contre une infection aiguë. Et les deux exemples qu'on va regarder, ce sont des infections aux herpès virus et le virus de la grippe. Alors, les herpès virus, ce sont des grands virus à ADN double brun avec une capside icosahédrique, une enveloppe, plusieurs glycoprotéines enveloppes, ici en jaune. Et chez les herpès viridés, on a trois sous-familles, les alpha, bêta et gamma herpès viridés, dont les gamma sont associés avec des développements de cancer. Nous, ce qui va nous concerner, ce sont les herpès alpha et les bêta herpès virus, les HSV1 et le cytomégalovirus. Donc, ces virus-là sont tous capables de persister chez l'hôte sous forme latent. Et donc, on a des infections qui démarrent avec une primo-infection. On va développer des symptômes. Ensuite, la réponse immune se met en place. On a la séroconversion, la réponse immune cellulaire qui contrôle la réplication virale. Et d'apparence, le virus disparaît complètement. Il n'y a plus de virémie. Mais en réalité, le virus persiste sous forme latente chez quelques cellules et l'infection peut se réactiver des années après la première infection. Ce qui est important ici en termes de médicaments antiviraux, c'est de savoir que chez ces virus à ADN, c'est le virus qui code pour sa propre polymérase à ADN qui assure l'implication du génome viral. Et aussi toutes les autres enzymes qui sont nécessaires pour l'implication de l'ADN, primase, thymidine kinase, et les autres cofacteurs. Et donc, on a des enzymes virales qui sont responsables pour la réplication du génome, et c'est cette ADN polymérase qui est le cible pharmacologique pour des médicaments dont on dispose. Alors, on va considérer deux cas pour l'herpès simplex 1. Donc, c'est une infection très répandue dans la population, c'est responsable des herpès oraux. On a à peu près une séroprévalence de 70% en France, donc les 2 tiers de la population attrapent ce virus, probablement dès l'enfance. Mais il va instaurer une infection latente dans les neurones qui innervent le site autour de la bouche. Donc, ça va être dans le ganglion trigéminaux et éventuellement le nerf facial. Donc, du coup, quand on a quelque chose qui va restimuler ces nerfs, ces neurones, on va réactiver la réplication du virus. Donc, ça peut être la fièvre, le froid, les UV, le stress, qui va réactiver la réplication du virus dans le neurone qui est infecté de façon latente. L'axone va sécréter des particules virales sur le site qui est énervé, et puis on aura à nouveau des symptômes localisés autour de la bouche. Donc ça peut être gênant, mais c'est pas non plus mortel. Le problème vraiment préoccupant, ce sont les encéphalites à herpès simplex qui apparemment concernent une infection sur 200 000. Ça, c'est une estimation, mais c'est une manifestation rare de la primo-infection chez des enfants avec une susceptibilité génétique d'ailleurs. Donc, quand on a une encéphalite, on va poser un diagnostic par PCR sur le liquide céphalorachidien, donc pour déterminer si on a le virus herpès simplex 1 ou une bactérie ou le virus de la rougeole, qui est un autre
virus qui peut provoquer qui a un neurotropisme. Mais en fait, les cliniciens, ils vont démarrer le traitement tout de suite, dès qu'il y a un argument clinique pour une encéphalite chez l'enfant, ils vont démarrer un traitement combiné antibiotique plus acyclovir, qui est l'antiviral qui est actif contre l'herpès simplex 1, parce que le temps est vraiment le facteur crucial ici. Parce que si on attend, on fait le prélèvement du liquide céphalorachidien, on fait la PCR, le labo rend le résultat au clinicien, allez, ça va être dans la journée, c'est 24 heures. Mais si on attend une journée de plus avant d'initier le traitement, c'est peut-être trop tard. L'enfant sera peut-être mort ou on aura des séquelles très graves. Donc on a une initiation de thérapie même avant le diagnostic. Et évidemment, puisque c'est avant le diagnostic, on ne sait pas si c'est une bactérie ou un virus, donc on va traiter avec les deux. C'est un contexte d'infection aiguë où ce qui est important, c'est de traiter très très rapidement. Alors, pour le cytomégalovirus, le CMV, donc un bêta-herpès virus, encore une fois, on a une primo-infection dès l'enfance avec un tiers ou la moitié de la population qui est concernée. Syndrome assez vague, mononucléosique, on peut être fatigué, fièvre, et après l'enfant va mieux ou le jeune adulte va mieux. Mais on aura une infection latente, cette fois-ci, dans les cellules hématopoïétiques. Les deux situations cliniques où ce virus pose des problèmes, c'est dans le cas d'une transmission materno-fétale. Et là, c'est quand une femme enceinte séronégative pour le CMV attrape le virus et développe une primo-infection. Donc dans ce cas-là, on aura une infection généralisée chez la femme enceinte et le virus peut se transmettre au fœtus. Et si ça se passe, s'il y a une infection in utero, dans la majorité des cas, disons 80% des cas, le fœtus sera né, il sera normal, fort heureusement. Mais dans une minorité des cas, on va avoir un déficit auditif, donc une infection à CMV pendant la grossesse, c'est la cause numéro 1 de surdité congénitale en France. Et les atteintes les plus graves peuvent avoir une atteinte sévère généralisée ou une mort périnatale. Plus l'infection est précoce dans la grossesse, plus ces atteintes sont sévères. Donc pour les infections au premier trimestre, on va avoir 20 ou 30% des enfants qui vont avoir ces atteintes neurologiques. Et l'infection à CMV pendant la grossesse, c'est un problème relativement fréquent. Ça concerne à peu près 1% des grossesses en France. 1% des naissances, je devrais dire. 1% des naissances. Donc, le problème ici, c'est que le diagnostic, c'est post-natal. C'est après la naissance qu'on découvre qu'il y a le problème. Donc, il n'y a pas la possibilité d'intervenir assez rapidement pour empêcher l'infection chez le fœtus. Ceci dit, un démarrage d'un traitement antiviral rapidement chez les enfants avec un déficit auditif qui soit diagnostiqué peut empêcher la situation de s'empirer. Donc on peut pallier un petit peu les effets de l'infection avec une initiation du traitement chez l'enfant. Donc il y a une logique en fait d'essayer de développer un vaccin efficace contre le CMV, parce que si on avait un vaccin efficace disponible, on pourrait dépister des femmes au début de grossesse. Si en cas d'une séronégativité à CMV, on pourrait donner le vaccin et prévenir les infections comme ça. Mais ce n'est pas quelque chose qui est encore disponible. Donc ça, c'est le problème d'une primo-infection, mais on n'a pas vraiment de possibilité d'initier un traitement. L'autre situation clinique, ce sont les réactivations d'une infection latente chez les personnes immunodéprimées. Et ça, c'est chez les greffés d'organes. Patients avec sida éventuellement, mais là, on contrôle avec la mise en place de traitements antirétroviraux. Mais chez les personnes immunodéprimées, avec une greffe de moelle par exemple,
ils sont aplasiques pendant un certain temps. Ils peuvent développer soit une rétinite ou un colite ou un pneumotie à CMV qui peuvent être mortels. Alors, encore une fois, donc on fait un diagnostic par PCR, donc on va chercher la présence de l'ADN viral dans le sang. Et puisqu'on connaît la population à risque, on peut démarrer un traitement préventif ou préemptif. Donc ça, c'est deux termes-là qui ne veulent pas dire exactement la même chose. Un traitement curatif, ça c'est assez simple. On a dépisté le virus et on a une maladie clinique. Donc on veut guérir la maladie clinique. Donc on met un traitement curatif. Un traitement préemptif, on a dépisté le virus dans le sang, mais il n'y a pas encore de maladie clinique. Donc on va agir en amont avant qu'il y ait l'apparition de symptômes. Donc ça, c'est un traitement préemptif. Et un traitement préventif, c'est que, bon, on démarre le traitement sans même avoir un résultat PCR positif. Et ça, on peut le faire dans le cas où les patients sont à très fort risque, ouais, les greffés de moelle qui sont très neutropéniques, qui en sont très aplasiques. On peut faire un traitement préventif. Parce que c'est plus efficace qu'un traitement curatif. Parce qu'une fois qu'on est ici, on a une charge virale élevée, donc il faut y aller avec une forte dose et on risque d'avoir plus de problèmes de résistance. Tandis que si on peut stopper la réplication virale dès qu'elle démarre, on a plus de chances de vraiment éradiquer la réplication. Alors, quels sont les médicaments? Ce sont, pour la majorité, des analogues nucléosidiques ou nucléotidiques, qui sont donc les inhibiteurs de l'ADN polymérase virale. Donc, l'aciclovir, qui va être le traitement pour les alpha-herpès virinés, le ganciclovir et le panciclovir pour le CMV, et le cidofovir pour le CMV. Trifluoridine et hydroxyuridine sont disponibles pour soigner les boutons de fièvre quand on a une réactivation du herpès simplex autour de la bouche. Donc on peut les mettre en pommade en traitement topique, local. Donc pour les encéphalites à herpès, on met l'aciclovir. Pour donc ces formes-là, valaciclovir, valganciclovir, ce sont les formes légèrement modifiées de la molécule qui sont disponibles par voie orale. Ici, ce sont les formes de molécules qui sont disponibles que par voie parentérale. Donc on va avoir un mode de traitement intraveineuse ici et par voie orale là. Donc le traitement de première ligne chez les greffés, les immunosupprimés, à risque d'une infection ou d'une réactivation à CMV. Donc on va donner un traitement préventif par voie orale en valganciclovir. Si on est dans le cas d'une infection, d'une maladie à CMV avérée, donc on a des symptômes cliniques, on veut démarrer un traitement curatif, là on va donner une forte dose en intraveineuse de ganciclovir pour agir très très vite et un traitement de suivi par voie orale par le valganciclovir. Donc ça va être le traitement de première ligne. En cas d'échec virologique, c'est-à-dire le virus réapparaît malgré le fait qu'on est la patient est sous traitement, on séquence le gène codant pour l'ADN polymérase virale et en fonction des mutations de résistance qui sont détectées, soit on peut switcher pour le cidofovir en traitement de deuxième ligne, mais il existe également des mutations de résistance croisée entre le ganciclovir et le cidofovir, et dans ce cas-là, on va mettre le foscarnet. Donc ça, c'est un peu bizarroïde, parce que la structure de cette molécule-là, c'est totalement différent des analogues nucléosidiques. Donc, en fait, c'est une analogue structurale du pyrophosphate. Et ce qui se passe, c'est que j'ai pas mon
Donc, il faut imaginer site actif de l'enzyme là qui va fixer des désoxynucléotides triphosphorylés. Et lorsque cette nucléotide est ajouté à l'ADN qui est en train d'être synthétisé par l'ADN polymérase, on a le pyrophosphate qui s'en va, okay, qui part. Alors, il y a un poche dans le site actif de l'enzyme qui va fixer le pyrophosphate. Et en fait, le phoscarnet va se fixer là. Et du coup, il y a un encombrement stérique qui fait que bon, bah, les nucléotides triphosphate peut pas avoir, désoxynucléotides triphosphate peut pas se fixer sur le site actif. Ah, ok. Non, voilà, je lis mon anticole là, c'est pas exactement ça. Donc en fait, ils peuvent toujours se fixer, mais le groupement triphosphate est dans une orientation qui est différente. Et du coup, l'enzyme ne peut pas rajouter le désoxynucléotide triphosphate sur la chaîne qui est en train d'être synthétisée. Donc on a le phoscarnet qui est là. Donc les deux autres groupes phosphates sont tournés ailleurs. Et du coup, bah, l'enzyme ne peut pas fonctionner. Donc c'est pour ça qu'on a un mode d'action très différent de cette molécule-là. Donc on peut l'utiliser en deuxième ligne quand on a le vanganciclovir et les cidofovir qui ne fonctionnent pas. Et donc, dernier exemple pour aujourd'hui, ça va être le virus de la grippe. Cette fois-ci, une vraie infection aiguë, donc un petit virus ARN brun-moins, qui a la particularité d'avoir un génome en ARN brun-moins segmenté. Donc, chaque particule virale va inclure 8 segments génomiques, chaque segment génomique codant pour, en général, une protéine virale. Alors, ce qui va être important pour nous, ce sont les glycoprotéines. Pardon, je verrai ça tout à l'heure. Et donc, on n'a pas développé beaucoup de médicaments antiviraux contre les infections aiguës. Mais il y a eu beaucoup d'efforts pour développer des antigrippaux à cause du risque pandémique que pose ce virus. Donc, ça a toujours été considéré comme un cas un peu spécial qui nécessitait une attention particulière. Alors, pour ce qui est de la fonction des différentes protéines virales, ce qui va être important, c'est que la glycoprotéine d'attachement, c'est l'hemagglutinin de surface, qui va se fixer sur des acides sialiques à la surface de la cellule infectée. La protéine de matrice mineure M2 va être très important lors de la décapsidation pour permettre une libération efficace de nucléocapsides et leur transport vers le noyau. Donc on a besoin d'une acidification de l'intérieur de la particule virale pour que ça marche correctement. La polymérase virale est formée par les trois protéines virales PA, PB1 et PB2. Et on peut imaginer que là, il y a pas mal d'inhibiteurs, que ça peut être une cible pharmacologique parce que pour le virus de l'hépatite C, les autres virus, la polymérase virale, c'est la cible pharmacologique principale. Et ce n'est pas tout à fait le cas pour le virus de la grippe. Et la libération est par bourgeonnement. Et pour avoir une libération efficace, on a besoin de l'activité de la neuraminidase virale pour libérer les particules virales à la fin du cycle de réplication. Et en fait, c'est la neuraminidase, le pore M2 et la polymérase qui vont être les cibles pharmacologiques des antigrippaux. Alors, le contexte clinique, la grippe saisonnière que j'ai expérimenté personnellement cette année. Donc, je peux vous dire que ce tableau clinique est tout à fait exact.
Donc, on a fait infection à jour 2, donc on a une phase asymptomatique relativement courte, phase d'incubation courte, 24 à 72 heures, en général à partir de 2 jours après l'infection. J'étais infecté le samedi, lundi j'étais fatigué, j'avais des mal de tête, j'ai commencé à avoir de la fièvre, un peu de tout, pas vraiment de myalgie. Mardi, j'étais pas bien du tout, mais j'avais un TP à 8 heures et c'était pas possible de me faire remplacer, donc j'étais infect comme pas possible pendant le TP. Ah, et certains savent ce que ça peut donner peut-être. Ensuite, j'étais allé voir le médecin, donc j'étais arrêté jusqu'à la fin de la semaine. Donc malade pendant 3-5 jours. Mais quand même, j'étais fatigué. Hein. J'étais pas bien pendant 2 semaines après, hein, honnêtement. C'est pas, donc tout ça, c'est absolument vrai. Heureusement pour moi, je n'avais pas de surinfection, je n'avais pas de pneumonie, tout ça. J'avais un symptôme classique sans complication. Alors, donc ça, c'était pour moi. Bon, une partie des infections sont asymptomatiques et les personnes âgées et les jeunes enfants sont à plus fort risque des pathologies sévères. Et surtout quand il y a une autre pathologie sous-jacente, des maladies cardiovasculaires, des bronchiolites à répétition, des choses comme ça. Donc, c'est pour les populations à risque, la vaccination tous les ans est fortement recommandée. Et le personnel de soins doit être vacciné aussi. Très important parce que si vous avez une infection asymptomatique, vous ne savez pas que vous êtes malade. Et si vous êtes en contact avec des personnes âgées ou des malades dans un hôpital ou quelque chose comme ça, vous pouvez transmettre l'infection à quelqu'un de très susceptible sans vraiment être malade vous-même. Donc il faut être vacciné pour les personnes qui sont en contact avec des individus à forte susceptibilité. En bon an, mal an, la grippe saisonnière va tuer certainement moins d'une personne sur 1000 qui est infectée, principalement dans les groupes à risque. Alors, le vrai problème, enfin, ou ce qui fait peur à tout le monde, sont les grippes pandémiques, parce que plusieurs fois dans les 100 dernières années, on a eu l'apparition dans la population d'une nouvelle souche du virus de la grippe, contre laquelle personne n'avait d'immunité, qui a fait un peu le tour du monde. Donc ces grippes pandémiques peuvent être relativement peu pathogènes. C'était le cas pour la grippe H1N1 mexicaine, enfin dite mexicaine, qui a vu le jour en 2009. Mais les autres pandémies étaient plus pathogènes. Le H3N2 de Hong Kong en 68 était assez méchant. Et le vrai la grande pandémie qui fait peur à tout le monde, c'est la grippe espagnole. Donc ces pandémies sont le résultat soit d'une transmission d'un virus aviaire à l'homme, c'est le cas pour la grippe espagnole, ou alors le réassortiment de segments génomiques entre un virus aviaire, un virus humain et éventuellement un virus porcin. Et ça, c'est possible à cause de la structure segmentée du génome. Donc deux virus, un virus aviaire, un virus humain infectent la même personne, infectent la même cellule chez cette personne-là, et le virus qui sort a la moitié de ces segments génomiques qui dérivent d'un virus aviaire et la plupart qui dérivent d'un virus humain. Et donc on a un nouveau virus qui est capable de se répliquer chez l'homme, mais qui a des propriétés antigéniques totalement différentes et qui peut infecter tout le monde. Donc le virus de la grippe espagnole a été un événement de santé très sévère. Donc on considère qu'il a tué à peu près 20 à 40 millions de personnes sur 2 ou 3 ans. Et donc ça a tué plus de gens que la Première Guerre mondiale. Donc elle a affecté peut-être un tiers de la population mondiale, soit 500 millions de personnes, et le taux de mortalité était estimé à 2,5 à 5%. Donc une personne sur 20 ou une personne sur 40 tuée par le virus. Donc facilement 100 fois plus pathogène que le virus de la grippe saisonnière. Et on voit ça dans des anciens stats. Ça, c'est l'espérance de vie aux États-Unis entre 1900 et 1960. Donc ça monte tous les ans, sauf ici, là. Et ça, c'est la grippe espagnole qui a affecté des bébés nés à cette période-là et a fortement impacté leur espérance de vie. L'autre truc très particulier pour le virus de la grippe espagnole, c'est qu'en termes de
taux de mortalité en fonction de l'âge. En pointillé, c'est le virus de la grippe saisonnière. Donc, ce sont les très jeunes enfants et les personnes âgées qui sont le plus à risque. Pour la grippe aviaire, ce sont les jeunes adultes qui avaient un fort taux de mortalité. C'est à tout vous, là. Pas moi, vous. Donc, on a toujours peur qu'on va avoir une nouvelle souche de grippe pandémique fortement pathogène comme la grippe espagnole. Donc, il y a une surveillance, et puisqu'on sait que la grippe espagnole avait une origine aviaire, parce qu'on a pu isoler son génome à partir d'un cadavre qui était congelé quelque part dans l'Arctique. Et donc, on a réussi à ressusciter le virus de la grippe espagnole. Donc, on sait que la séquence était dérivée d'un virus aviaire. Donc, on surveille toutes les incidences de virus de grippe aviaire hautement pathogènes qui peuvent se transmettre de temps en temps à l'homme. Donc, l'H5N1, c'était une grippe aviaire hautement pathogène qui a circulé à peu près entre 2003 et 2016. Elle a infecté à peu près 856 personnes, tué 450, donc plus de 50% de morts. Et depuis 2013, c'est la H7N9 qui préoccupe le système de surveillance. Donc plus de cas humains, donc c'est un virus qui semble être plus facilement transmissible à l'homme, mais encore fortement pathogène. Donc c'est plus d'un tiers des personnes infectées qui sont mortes. Et donc peut-être c'est l'H7N9 qui va devenir la prochaine grippe espagnole. Donc pour prévenir ces épidémies qui peuvent être très fortement pathogènes, on a un effort pour développer des médicaments, des molécules antigrippales. Et donc on a 3 classes. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié. Oui, donc des inhibiteurs d'entrée, rimantidine et amantidine, les inhibiteurs de la neuraminidase, Tamiflu et Loralenza, et les inhibiteurs de la réplication de la polymérase virale. Donc, la rimantidine, amantidine, leur mode d'action, c'est d'inhiber la protéine matrice mineure M2, qui est essentielle pour lors des étapes d'entrée et de décapsulation du virus. Donc, c'est un pore qui traverse l'enveloppe virale. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces molécules-là sont capables de se fixer à l'intérieur du pore. Donc, c'est un tétramère de molécules de M2. Donc, les inhibiteurs rimantidine et amantidine peuvent se fixer ici, dans le pore, et l'empêchent de permettre le transfert de protons. Alors, le problème, c'est que on a plusieurs mutations de résistance. Donc ça, c'est une structure 3D du pore. On a, je pense que c'est la rimantidine qui est dans le pore, et on a les mutations de résistance qui sont juste à côté. Donc ces mutations de résistance empêchent les molécules de se fixer sur le pore. Donc on a ces molécules-là, ça marche, ou ça marchait il y a 25-30 ans, mais pour la grippe saisonnière, 95% des souches sont résistantes. Et pour la grippe aviaire, hautement pathogène, la majorité des souches sont résistantes, et c'est également vrai pour l'H7N9. Donc ces molécules-là ne sont d'aucune utilité dans la lutte contre les grippes pandémiques. Alors le Tamiflu, donc ce sont des inhibiteurs de la neuraminidase. Donc oseltamivir. Donc ça marche très bien in vitro, on empêche l'implication du virus en culture cellulaire. In vivo, chez une personne infectée, est-ce que ça marche? Donc c'est possible de le faire chez les volontaires qui ont été infectés par une souche de grippe H1N1 vaccinale et peu pathogène. Donc on a infecté les volontaires sains à temps zéro. Et donc ici, on teste le Tamiflu, l'oseltamivir. Alors, avant l'infection. Donc on commence le médicament ici à temps zéro. On donne l'inoculation du virus à 24 heures. Et ici, on va mesurer les symptômes chez les personnes infectées. Dans le groupe qui a reçu le Tamiflu, pas de symptômes.
dans le groupe qui a eu le placebo, bon, bah, ils sont malades. Donc ça marche. Okay, donc en prophylactique, c'est un médicament qui fonctionne bien. Donc il faut donner avant l'infection et ça marche. Alors, après, si on donne après l'infection, cette fois-ci, on donne l'inoculation 24 heures avant le médicament. C'est beaucoup moins probant. Ici, c'est la charge virale. Donc, on a chez le groupe placebo la charge virale plus élevée et réduite plus lentement. Chez le groupe traité, bon, ben, on traite ici et on élimine le virus plus rapidement. Et on a un score symptomatique qui est plus faible. Donc, ça va un peu mieux, un peu, si on traite à 24 heures après l'infection. Mais le problème, c'est que les gens qui vont aller consulter, ils ne sont pas à 24 heures après infection. Ici, le score symptomatique, c'est peanuts, là. Là, on se lève le matin, on dit « Oh, je suis un peu fatigué ». Mais on va aller au boulot. Les gens, quand ils vont commencer à chercher à traiter, bah, ils sont malades, ils sont là. Ils sont au maximum de leur score. Et si on initie un traitement ici, très peu d'effet du Tamiflu. Donc, l'utilisation de ce médicament, c'est en prophylaxie. Quand on a quelqu'un qui a une infection par la grippe aviaire, quelqu'un qui travaille avec des oiseaux, qui a chopé et qui est gravement malade à l'hôpital, bah, c'est pas mal de traiter tout l'entourage familial avec le Tamiflu en prophylactique. Et éventuellement le personnel hospitalier qui va le soigner. Mais en tout cas, l'entourage pour éviter les transmissions. Et de prévenir les infections avant que les gens deviennent symptomatiques. Alors, malheureusement, c'est une molécule utilisée en monothérapie. Donc, le virus peut acquérir une résistance relativement facilement. Donc, alors, qu'est-ce que je veux dire ici? Donc, la mutation de résistance, c'est l'histidine 274 tyrosine. Et ce qui est un peu curieux, c'est que l'histidine 274 n'interagit pas directement avec le Tamiflu. Mais en fait, l'histidine 274 va impacter le glutamine 276 qui, lui, est en contact. Donc, c'est un sorte de jeu de domino, là. Donc, quand on a la tyrosine, ça va pousser un petit peu le glutamate 276 et du coup, c'est ça qui va empêcher la fixation du Tamiflu. Ce qui est un peu la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de résistance croisée avec le zanamivir qui est le Relenza. Donc, oseltamivir, c'est le traitement de première ligne de préférence parce que c'est disponible par voie orale. Le Relenza, le zanamivir, c'est uniquement par voie intranasale. Donc, c'est plus difficile de le donner, et correctement d'ailleurs. Alors, donc ça c'est en traitement, en curatif. On a plusieurs cas mortels d'infection H5N1 malgré la mise en place d'un traitement par oseltamivir. Et ça, c'est pas dû aux résistances. Donc, c'est pas lié à la H274Y, c'est plutôt lié au fait que si on démarre un traitement, quand les gens sont très malades, bah, c'est trop tard. Et donc, même si on a une activité antivirale, bon, bah, les gens, ils ont une atteinte pulmonaire sévère et puis ils meurent quand même. Alors, quelles sont les autres possibilités pour soigner la grippe hautement pathogène? Je vais faire un petit détour sur la ribavirin d'abord avant de terminer sur le favipiravir. Donc, ça c'est on rappelle sur la ribavirin. Donc, ça, c'est une molécule qui a été développée comme un antigrippal dans les années 70. Ça marchait très bien in vitro en culture cellulaire. Mais en thérapeutique, chez les gens infectés de façon exprès avec la grippe, comme ce qu'on a vu avec la Tamiflu, vraiment pas d'efficacité. Donc, c'était abandonné pour son efficacité antigrippale, mais réutilisé en association avec l'interféron pour soigner l'hépatite C. Donc, c'est une molécule qui a eu une sorte de deuxième vie thérapeutique. Et du coup, en fait, on l'a testé contre différents virus à ARN. Et effectivement, ça a une certaine activité. Donc, c'est quelque chose d'assez rare qui est un antiviral à spectre large, parce que tous les autres sont très spécifiques à un virus. Donc, on n'a pas, comme des antibiotiques à spectre large. Tous les antiviraux
sont efficaces contre une espèce de virus, sauf pour la ribavirine et ce qu'on va voir, la favipiravir. Donc la ribavirine, comment ça marche? Initialement, on pensait que c'était une sorte d'analogue nucléosidique et que ça allait être intégré dans l'ARN par l'ARN polymérase virale. Mais ce n'est pas un terminateur de chaîne parce qu'on a un groupement en hydroxyle en position 3' ici. Donc ça ne peut pas vraiment marcher comme ça. Donc on a eu plusieurs hypothèses sur le mode d'action de la ribavirine. Et en fait, ce qui semble se passer, c'est que c'est un inhibiteur de l'inosine monophosphate déshydrogénase qui va générer la GMP, qui est le précurseur du GTP, qui va être là pour les nucléosides triphosphates, qui sont les substrats pour la synthèse des ARN. Donc, apparemment, la ribavirine va avoir une action sur la disponibilité des nucléotides triphosphates dans la cellule infectée. Et c'est pour ça que ça explique le spectre d'action large, parce que tous les virus ARN ont besoin de ces précurseurs de nucléotides triphosphates pour la synthèse de leur ARN. Et ça explique aussi pourquoi on a des effets secondaires non négligeables avec la ribavirine. Alors, le favipiravir, c'est une molécule pareille, développée par une boîte japonaise comme un antigrippal. Et donc ça, c'est la molécule que l'on donne en médicament. Non. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est une molécule que l'on donne, et c'est un prodrogue parce qu'il va être pris en charge par un phosphorylase transférase qui donne ça, qui sera un triphosphorylé. Et en fait, on a testé pour voir est-ce que ça, c'est pas juste un truc qui marche comme la ribavirine, mais en fait, non. Donc, c'est un vrai inhibiteur de la polymérase virale. Encore une fois, on se demande comment ça peut marcher, parce qu'on a un groupement hydroxyle ici, donc ce n'est pas un terminateur de chaîne. Il n'y a pas une substitution en groupe de 2' non plus, donc ça ne marche pas comme la sulfose-buvir. Donc, ce que l'on pense va se passer, c'est que en fait, ils sont intégrés dans la chaîne d'ARN en train d'être synthétisée. Ouais. Qu'est-ce que je suis censé dire pour ça? C'est tout à la fin, je n'ai pas le temps de réviser. Ouais, non, je suis pas sûr que c'est clair ça, parce que les articles que je lis. Ouais, ok, pas clair pour moi. Mécanisme d'action, il va être incorporé dans l'ARN, mais après, il va inhiber l'extension par un mécanisme qui, pour moi, est encore pas très clair. Donc, c'est pas un terminateur de chaîne directe, mais il va inhiber la réplication. Ok, donc, quelle est son utilité contre la grippe aviaire hautement pathogène, H5N1? Je pense que ça n'a pas été testé pour la H7N9 encore. Donc, c'est une manip avec les souris qui sont infectées avec grippe aviaire hautement pathogène wild type ou résistant à l'oseltamivir. Et on traite avec différentes doses de T705 ou le favipiravir. Ah, t'as con là? Ah, désolé. Ok. C'est toi qui fais le cours? Je peux te demander 5 minutes pour finir? Ok, merci. Ok. Ah, et ben voilà, on va être coupé comme ça. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire pour ça? Oui, donc,
ce qui est retourné regarder, c'est le groupe témoin, là. Si on ne traite pas, tout le monde est mort à 9 jours. Et si on initie le traitement 72 heures après l'infection, on a quand même tout le monde qui survit, chez la souris, hein, avec la plus forte dose. Donc ça, c'est très important parce que à 3 jours après infection, les souris là sont déjà malades. Donc c'est un bien meilleur résultat que le Tamiflu. Un autre avantage de ce truc-là, c'est qu'on a commencé à regarder pour d'autres virus ARN qui donnent des infections aiguës sévères, les fièvres hémorragiques, des choses comme ça. Et effectivement, le favipiravir a un spectre d'action large. Donc, la dernière chose, y compris virus Ebola, la dernière chose pour terminer, c'est que quand on a une activité qui est relativement inefficace, ici, là, on traite des souris 4 jours après infection avec une faible dose, tout le monde meurt. Si on met la ribavirine seule, bon, c'est pas non plus terrible. Et si on associe les deux, on peut avoir une faible dose de favipiravir, traitement par la ribavirine. Néanmoins, on a pratiquement la majorité des animaux qui survivent. Donc, donc ça, c'était 2016, donc c'est assez récent, il n'y a pas d'essai clinique de ça encore. Mais imaginons que donc on avait une infection à West Nile et on est gravement malade. Rien n'empêche le médecin de prescrire, ok, on va tester la favipiravir et la ribavirine, parce que les deux sont disponibles et on peut les prescrire pour d'autres infections virales. Donc on peut les donner comme ça, juste pour voir. Donc ça, c'est un petit peu le résumé pour les infections aiguës. Pour les herpès, les encéphalites hépatiques, il faut initier le traitement rapidement. Le CMV, ok, je n'ai rien à dire pour ça. Pour la grippe et les autres infections à virus hautement pathogènes, il faut initier le traitement très rapidement. Et donc ça, c'est le vrai problème. Les gens qui présentent avec des symptômes, ils sont peut-être déjà trop malades pour être soignés efficacement. Mais ces médicaments-là ont peut-être un rôle très important à jouer pour traiter l'entourage et empêcher les épidémies de se répandre. Donc je vais m'arrêter là et m'excuser auprès de mon collègue.